Le plaidoyer, c'est ce que mènent les associations. Le but est de défendre un point de vue parfois caritatif, qui porte sur l'intérêt général. On n'est jamais dans l'intérêt particulier à travers les associations. Ou est-ce qu'on peut dire que des victimes d'un conflit, les victimes de pauvreté ont un intérêt particulier? Moi, j'aurais du mal à entendre ce genre de discours-là. Pour moi, c'est quand même l'intérêt général de la société que de dire on doit permettre à tous d'avoir une voix, et en particulier les plus faibles dans ce cas. Alors que le lobbying, pour être très très clair, le lobbying, lui, vise à défendre des intérêts privés qui sont ceux qui sont des intérêts financiers, qui sont les intérêts financiers d'un secteur industriel en particulier, d'une entreprise en particulier, et qui a pour but de faire en sorte qu'une nouvelle législation qui toucherait à son secteur ne soit pas trop contraignante, ne porte pas atteinte à son chiffre d'affaires de façon trop dure, et que les règles du jeu restent en sa faveur. Donc là-dessus, je tiens vraiment à faire une différence vraiment dans les mots. Et pour moi, il faut éviter un glissement dans le terme de lobbying citoyen. Voilà, pour moi, je parlerais de plaidoyer citoyen, même pour les citoyens, plaidoyer associatif et lobbying industriel, lobbying professionnel. Les premiers points qui se posent maintenant, si on peut avancer un peu sur les questions peut-être qui nous intéressent, et comment contrer cette situation, peut-être, voilà, qu'est-ce que le contre-lobbying? Comment permettre de résoudre ces problèmes-là, et comment remettre le citoyen finalement beaucoup plus au cœur de la décision, là où il aurait dû toujours être, et là où, puisqu'il n'était pas au niveau européen, parce que l'Europe c'est aussi un... Est-ce qu'il y a un peuple d'Europe? La question se pose. Comment représenter ce peuple d'Europe? Ça a toujours été un problème au niveau européen, sachant que le poids des lobbies dans l'Union européenne a aussi été une volonté de la Commission européenne de les installer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont dit on a besoin d'avoir des interlocuteurs. Ça a été par exemple au début des années 80 la création de European Roundtable des industriels, la table ronde des industriels, excusez-moi, je vais le faire en français, le RT, qui a été créé à la demande de la Commission européenne. Donc c'était un comité d'une quinzaine de chefs d'entreprise européens directement à club, en fait, de dirigeants de multinationales européennes, où on leur a dit voilà, on a besoin de suggestions de votre part, on a besoin d'avoir des retours, et on les a installés dans une position de force, parce qu'ils représentaient vraiment un poids en termes d'emploi, en termes de PIB et autres dans l'Union européenne. Et ça a été vraiment le début un peu moderne du lobbying, mais là avec malheureusement aussi un lien direct qui s'est fait entre d'égal à égal, et ça c'était peut-être l'erreur, entre d'un côté des chefs d'entreprise et de l'autre côté des chefs d'État et des chefs de la Commission européenne. Donc moi, quand je parle de contre-lobbying maintenant, pour un peu aller dans ce terme-là, le contre-lobbying pour moi c'est la création de contre-pouvoirs à la puissance des lobbies. Donc comme je le disais en début, je ne suis pas favorable à l'interdiction du lobbying. Je trouve nécessaire que tous les acteurs aient la capacité de s'exprimer, qu'il est normal qu'un secteur industriel qui va subir une nouvelle régulation ait son mot à dire, qu'on l'écoute. Ça permet aussi de construire une loi intelligente, parce que si vous construisez une loi inapplicable, comme il y en a eu beaucoup de faits, de toute façon, elle ne sera pas appliquée et elle restera aux oubliettes. La question après du contre-pouvoir au lobbying est de savoir comment on en est arrivé à un système où régulièrement l'intérêt privé prime sur l'intérêt général. Pourquoi est-ce que les lobbies sont devenus si puissants aujourd'hui, et quels sont les outils qu'ils utilisent? Et justement, mon travail a été de se dire que ce qu'il fallait en quelque sorte, c'était désarmer le lobbying, c'est-à-dire le rendre beaucoup plus inoffensif. Et plutôt que de s'en séparer, c'était de lui retirer ces armes qui font qu'aujourd'hui, il a un surpoids. Donc, la première arme, comme disait un peu Jacques Testard, est celle de mettre fin totalement à l'opacité qui règne autour des questions de lobbying. C'est-à-dire une transparence totale. Qu'est-ce que serait une transparence totale? Ça serait un registre des lobbyistes obligatoire, commun à toutes les institutions, c'est-à-dire européenne, c'est-à-dire commun à la Commission européenne et au Parlement européen, qui soit unique. Que l'inscription soit obligatoire, tant
pour un cabinet de lobbying, que pour une personne dans une entreprise, que les cabinets d'avocats d'affaires qui aujourd'hui profitent du statut d'avocat pour refuser de se déclarer en disant « Nous bénéficions du secret professionnel des avocats, nous n'avons pas à révéler pour qui nous travaillons, qui sont nos clients, puisque nous sommes avocats. » Ce qui vient en réalité d'un secret et d'une possibilité de secret qui est réservée normalement aux avocats pénalistes, c'est-à-dire qu'ils ont une protection de tout ce qui est leurs échanges, mais aujourd'hui cette protection de leurs échanges est rentrée dans le business pour justement cacher des intérêts, pas révéler le nom de ses clients grâce à ce système-là. Ça, c'est pas normal. Donc ce registre doit aussi indiquer clairement pour qui le lobbyiste travaille, quels sont les montants de la campagne en jeu, parce que quand on nous dit les associations peuvent faire du lobbying comme les autres, une campagne de lobbying à Bruxelles, sur un point donné, sur une législation donnée, c'est environ le budget moyen 400 000 €. Il y a assez peu d'associations à Bruxelles qui fonctionnent, à mon avis, avec des budgets de 400 000 € annuels pour tout le monde. Là, on parle d'un secteur, d'une personne. C'est un lobbyiste, voilà. Donc imaginez quand vous avez 150 salariés dans un lobby interprofessionnel, le budget annuel. Donc la question des budgets est très importante aussi pour permettre un équilibrage aussi là-dessus, sur qui fait quoi. Également, il faut une transparence sur tout document qui est apporté aux décideurs. C'est-à-dire que le travail d'un lobbyiste va être aussi d'apporter une expertise, d'apporter un point de vue. Cette expertise qui est donnée, donc c'est-à-dire que c'est vraiment des documents qui sont remis en main propre aux décideurs, devrait nécessairement être transparent pour permettre justement une contre-expertise derrière des associations, des citoyens. Enfin, un autre point important, et ça revient à ce qui se passe au Canada, en fait, dans la régulation, c'est-à-dire qu'au Canada, tous les points que j'en ai évoqués sont mis en place, ça existe. Il y a également l'importance du fait de l'interdiction des cadeaux, de l'interdiction des rencontres des décideurs en dehors du cadre institutionnel, c'est-à-dire que c'est nécessairement le lobbyiste qui se déplace à l'intérieur des locaux des institutions, c'est-à-dire soit dans le Parlement, soit à la Commission, mais il y a une interdiction complète de rencontres en dehors du cadre institutionnel. Il y a un commissaire au lobbying au Canada, comme il y en a un en Europe, mais bon, voilà, le boulot est très critiquable, qui est en charge de vérifier toutes les données, qui est en charge de distribuer les accréditations. Vous avez interdiction de rencontrer des lobbyistes non accrédités, c'est-à-dire que le lobbyiste n'a pas le droit de rentrer, mais si vous êtes député, vous n'avez pas le droit non plus de rencontrer quelqu'un qui n'est pas sur la liste d'accréditation. Donc là, déjà, on en arrive à quelque chose de beaucoup plus formel. Malheureusement, aujourd'hui, on voit sur les questions du lobbying, sur ces questions de transparence, ça fait des années que le registre reste en Europe. Alors, il est restructuré, on en aura reparlé, il a été refait en 2011, on fait des fusions. Mais malheureusement, il reste systématiquement sur des bases non obligatoires. Et ça, c'est, on va dire, le lobby des lobbies. Que certains acteurs de notre domaine d'activité ont des comportements déviants. Il y a des brebis galeuses, effectivement, qui font mal les choses, et après, on dit tous qu'on est méchants, mais nous, on est gentils, et on va s'autoréguler. Donc, ce qu'on va régulièrement au niveau européen, au niveau français, c'est des chartes d'éthique qui engagent des comités d'acteurs ensemble, et en disant, voilà, c'est bon, ça, on a fait notre charte d'éthique, il y a 50 cabinets qui l'ont rejoint, qui l'ont signé, donc pas la peine de nous mettre trop d'obligations au niveau européen, pas la peine de nous contrôler avec une loi, pas la peine de nous mettre un juge sur la tête. On va faire la police entre nous nous-mêmes, parce que c'est dans notre intérêt que le secteur aille bien et qu'on ait une image propre. D'ailleurs, c'était très drôle, parce qu'en France, on a aussi un registre non obligatoire de déclaration des voyages fait. Il n'y a qu'une seule entreprise qui le fait, qui inscrit ses voyages pour les députés français, c'est évidemment la SNCF. Donc on peut savoir voilà, les allers-retours Paris-Marseille de tel député qui vient de Marseille et qui a été offert par la SNCF, mais c'est tout. C'était l'année dernière le seul point qui était inscrit dans ce registre non obligatoire. Donc voilà, la question des registres obligatoires est vraiment centrale, avec un organisme de vérification, évidemment, de toutes les déclarations et avec des sanctions en cas de fausse déclaration. S'il n'y a pas de sanctions, vous pouvez le mettre obligatoire, et si chacun raconte ce qu'il veut, il n'y aura pas de souci. En fait, comment les citoyens peuvent s'emparer des questions techniques? On dit souvent, ce qu'on entend, c'est oui, c'est une question d'experts, tout a été remis sur des comités d'experts qui peuvent décider, et les citoyens n'ont pas leur mot à dire in fine là-dessus. C'est une question qui va une question de gestion des risques aussi, où même les décideurs eux-mêmes n'étaient plus capables de gérer les risques.
Et on voyait que de plus en plus, il y avait une responsabilité juridique qui était mise sur la tête des décideurs et qui eux-mêmes ont refilé le bébé à des experts en disant bah, écoutez, nous, on fait ce que les experts nous disent, on ne peut pas savoir, la responsabilité, on arrive aux experts. Mais la responsabilité et la décision est aussi arrivée aux experts et du coup, les organismes d'expertise sont aussi devenus des organismes de décision. Comment faire pour que les citoyens puissent rentrer là-dedans, en fait, dans cette question d'expertise et des décisions là où serait l'erreur, c'est de se dire bon, bah, tous les citoyens c'est aux citoyens de devenir aussi experts que les experts. Là, je ne le crois pas. Il y a une légitimité scientifique, on va dire, ou de connaissance de la part des experts, mais de la part des citoyens regroupés, il y a une légitimité supérieure qui est celle de la légitimité démocratique naturelle, qui fait qu'on peut peser en tant que citoyen en s'interrogeant sur des questions scientifiques, techniques, mais ce n'est pas aux citoyens de construire l'expertise. C'est à l'expertise de venir aux citoyens, de venir s'expliquer, de venir pédagogiser, de faire de la pédagogie sur les questions, et de faire tout ce travail de formation, et à la fin demander un avis sur la question voilà, des conférences de citoyens qui ont été menées sur les OGM en France. C'était en 99, les OGM commençaient à apparaître en France. On voit que la question qui est soulevée, c'est celle déjà de l'étiquetage des produits OGM, alors que la question n'était même pas soulevée encore à l'époque. Il y avait la question de l'indépendance des experts qui décidaient et le problème des conflits d'intérêts, ce qui n'avait pas encore été posé. Et on voit dans ce document qu'il y a vraiment des pistes qui en fait ont été derrière celles qui ont été menées après pendant 15 ans de combat par les associations pour les faire valoir, alors que dès le début, dans ces conventions, il y avait des points qui avaient été soulevés, mais malheureusement, quand elles existent, elles ont simplement un intérêt aujourd'hui consultatif et non décisionnaire. On les a élus, nous, avec nos votes sur une circonscription, en tant que personne parfois qu'on a pu croiser réellement, ou dans des meetings, ou sur des marchés. Pour moi, il y a la possibilité d'avoir une médiation directe, et non pas que ces élus se retranchent derrière une ligne officielle de parti, et en disant, bah voilà, bah mon parti a décidé que c'était ça, je ferai ça. Bah, non, moi j'ai voté pour vous en tant que personne, j'aimerais que vous m'expliquiez en tant que personne pourquoi vous avez pris cette décision-là. Là, il y a un gros travail qui se développe de plus en plus au niveau des associations, je pense que voilà, pour des associations peut-être comme la Maison du Peuple d'Europe, il y a une piste là, c'est-à-dire favoriser un dialogue, aller un peu poser des questions, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans on va pas être dans du plaidoyer, on va dire, qui montre du doigt ou des choses comme ça. On peut être aussi voilà, dans de la médiation, expliquez-nous, de la pédagogie, voilà, c'est dans votre intérêt. Donc en fait, voilà, ce qu'on recherche, c'est la question d'une responsabilité supérieure aussi du décideur, et justement un peu arrêter derrière ces aspects, des fois parfois technocratiques, compliqués, en disant oui, bon, finalement, on ne sait pas qui a pris la décision. Et surtout à ne pas savoir qui prend la décision, on ne sait surtout pas qui est responsable de la décision, et ça c'est véritable enjeu. Il y a la question aussi des voyages à l'étranger qui sont souvent organisés par des lobbies pour aller voir la réalité sur le terrain. Je suis tout à fait d'accord qu'on aille voir un peu la réalité sur le terrain, que les élus sortent des hémicycles et de leur lieu de travail. Moi j'apprécierais par contre que l'élu qui a fait ça revienne et m'écrive un rapport détaillé de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, et quel était son point de vue avant de partir, quel est son point de vue en rentrant. Ça m'intéresse. Et simplement de lui dire, ça m'intéresse. Vous êtes parti en voyage auprès d'une entreprise pendant une semaine à Bali pour aller voir la question de l'huile de palme. Certes, l'hôtel 5 étoiles avec spa était très sympa, mais qu'en est-il des conditions de travail des personnes sur place? Qu'en est-il de la déforestation? Qu'en est-il du déplacement des populations indigènes? Racontez-moi ça puisque vous étiez allé pour le voir. Et ça, c'est un point qui peut être... Qu'est-ce qui peut vous répondre à ça? Je veux dire, il y est allé, non? Il y est pour donner un avis. Donc c'est normal qu'il y ait un exemple comme ça en France, qui est une association qui s'appelle Regard Citoyen, qui a fait un très gros travail ces dernières années et qui a créé un site qui a un peu chafouiné les députés français, qui s'appelle nosdéputés.fr. Et là-dessus, en fait, ils ont récupéré plein d'informations qui étaient soi-disant publiques, mais éparses, qui n'étaient pas sous des formats utilisables pour être compilés. Donc ils ont fait un travail de fourmi, ils ont récupéré plein de données.
Et ils ont créé ce site nosdéputés.fr. Et en fait, sur un seul site, maintenant, sur un seul clic, vous allez sur votre député et vous allez savoir son temps de présence à l'Assemblée, dans quelle commission il participe, quel amendement il propose, c'est ça à peu près, quoi. Quel amendement il propose, quelle commission il participe, et son temps de présence à l'Assemblée, et quel vote il a fait sur quelle loi. Alors toutes ces informations-là étaient vraiment... Ils vont vous dire, ah, elles étaient publiques, il n'y a pas de problème. Mais il fallait un travail de fourmi pour aller les récupérer, faire des demandes dans telle administration, à tel comité, à tel bureau. Eux, ils récupèrent tout maintenant de façon automatique, et ils mettent ça en ligne, et ça change tout. C'est pas parce qu'une information est publique qu'elle est lisible. Et ce qui est important, c'est aussi de la rendre lisible par le plus grand nombre. Et c'est ce que font aussi ces associations-là d'Open Government, c'est de les compiler et après de les rendre lisibles. Et la chose qui a vraiment pas plu, en fait, c'est qu'ils ont aussi, ils se sont amusés à faire un classement des députés en fonction de leur présence et de leur participation. En fait, ils ont compilé toutes les données et voilà, en fonction de présence, d'amendements déposés et de participation, ils ont créé un classement. Et effectivement, pour ceux qui sont en bas du classement, ça ne leur a pas fait très plaisir.